La galaxie était divisée depuis 3000 ans. 3 grands empires régnaient sur les étoiles, chacun se croyant le plus puissant. Les Zéphiriens construisaient leurs vaisseaux à partir de cristal, vivant capables de maîtriser la lumière et l'énergie. Leurs vaisseaux brillaient, tels de petites étoiles, tandis qu'ils sillonnaient l'espace. Le collectif Cortec faisait pousser ces vaisseaux comme des plantes, d'immenses créatures vivantes capables de penser et de ressentir la douleur. Les Vaeltar étaient les plus anciens de tous, des êtres de pure pensée qui avaient quitté leur corps physique depuis longtemps. Le capitaine Veltara se tenait sur le pont de son vaisseau amiral, le Dominion stellaire. Grande et mince comme tous les siens, elle avait la peau d'argent poli. Son vaisseau était magnifique, fait de cristal bleu qui bourdonnait de puissance. Autour d'elle, 11 autres navires de guerre zéphiriens attendaient en formation parfaite. Ils étaient là pour accomplir ce qu'ils avaient déjà fait 1000 fois, trouver une nouvelle espèce et la soumettre. L'espèce qu'ils étaient venus visiter se nommait les humains. Ils vivaient sur une petite planète bleue, dans un système qu'ils appelaient Sol, le Zéphirion. Des éclaireurs les observaient depuis des mois. Ces humains étaient à peine remarqués. Ils utilisaient des fusées primitives pour atteindre leur propre lune. Leurs vaisseaux brûlaient du carburant chimique comme des enfants jouant avec le feu. Ils n'avaient ni armes énergétiques, ni technologie cristalline, rien qui témoignât d'une réelle intelligence. « Capitaine, » dit son second, « nous recevons des signaux de la 3e planète. Il semble savoir que nous sommes là. » Veltera observa les données qui circulaient sur son écran à cristal. Les signaux humains étaient faibles et simples. Ils essayaient de communiquer par ondes radio basiques. C'est pathétique. Les Zéphiriens avaient cessé d'utiliser des méthodes aussi primitives il y a 10 000 ans. « Que disent-ils » demanda-t-elle. « Ils se demandent qui nous sommes et ce que nous voulons. Ils semblent et curieux. » Veltera rit. Un son semblable à celui de cloches de cristal qui tintent, curieux, comme si ces créatures primitives avaient le droit de poser des questions à leurs supérieurs. Comme si ces créatures primitives avaient le droit de questionner leurs supérieurs. Elle avait côtoyé des centaines d'espèces au cours de sa longue carrière. Elle réagissait toujours de la même manière lorsqu'elle découvrait la puissance de l'Empire zéphirien. D'abord la curiosité, puis la peur, puis la soumission. Cela ne prenait jamais longtemps. « Envoyez-leur notre message habituel », ordonna-t-elle. « Dites-leur qu'ils font désormais partie de l'Empire zéphirien. Ils rendront les armes et se prépareront à une nouvelle administration. S'ils résistent, leur planète sera transformée en glace. » Le message fut envoyé. Beltara attendait une réponse immédiate. La plupart des espèces implorèrent la clémence quelques minutes après avoir goûté à la diplomatie impériale. Mais les humains restèrent silencieux pendant près d'1 heure. Lorsqu'ils répondirent enfin, leur message était bref et étrange. « Nous avons bien reçu vos demandes. Notre réponse est non. Veuillez quitter notre système immédiatement. » Veltara fixa le message, incrédule. « Non. » Ils répondirent non. Elle avait conquis des espèces avec une technologie bien plus avancée que ces humains primitifs. Elle avait transformé des systèmes stellaires entiers en colonies zéphiriennes, et maintenant une planète reculée lui disait non. « Capitaine, » rapporta son officier d'armement, « je détecte un vaisseau isolé en approche depuis la 3e planète. Il semble se diriger vers nous. » Un petit point apparut sur l'écran principal. En grandissant, Veltara comprit qu'il s'agissait bien d'un vaisseau, mais il ne ressemblait en rien aux fusées rudimentaires qu'ils avaient observées auparavant. Ce vaisseau était lisse et sombre, telle une lame fendant l'espace. Il avançait avec détermination, fonçant droit sur la flotte zéphirienne. « Un seul vaisseau, » dit Veltera. « Ils envoient un seul vaisseau contre 12 des nôtres. » Le vaisseau humain s'arrêta juste hors de portée des armes. Un nouveau message apparut sur l'écran de Veltera. Cette fois, le signal était beaucoup plus fort et clair qu'auparavant. Ici le capitaine Elena Vasquez, du vaisseau de la Force spatiale terrienne indomitable. Vous n'êtes pas le bienvenu dans ce système. Quittez pacifiquement, ou vous serez expulsé. Veltara n'en croyait pas ses oreilles. Force spatiale terrienne? Ces humains utilisaient des fusées chimiques depuis quelques mois à peine. Comment pouvait-il avoir une force spatiale? Et le capitaine Vasquez parlait comme si son seul vaisseau représentait une menace pour toute la flotte zéphirienne. « Capitaine !» cria son officier scientifique. « J'ai du mal à scanner leur vaisseau. Nos capteurs ne peuvent pénétrer leur coque. Les matériaux qu'ils utilisent, je ne les reconnais pas. » C'était impossible. Les capteurs zéphiriens pouvaient analyser n'importe quelle substance connue dans la galaxie. Ils pouvaient voir à travers la roche solide, scruter le cœur des étoiles,
examiner la structure quantique des atomes, mais ils ne pouvaient pas voir à l'intérieur. Ce vaisseau humain, monsieur, ajouta l'officier d'armement, leur vaisseau semble générer une sorte de champ. Il interfère avec nos systèmes de ciblage. Veltara ressentit un léger malaise. Cela ne se passait pas comme prévu, mais elle était capitaine de l'Empire zéphirien. Elle avait affronté des rebelles, des pirates et des bêtes extraterrestres sauvages. Un étrange vaisseau humain ne l'effrayerait pas. Chargez le canon à cristal principal, ordonna-t-elle, pleine puissance. Nous allons faire une démonstration à ces humains. Ils n'oublieront jamais. L'arme principale du Dominion stellaire était d'une beauté époustouflante. Au cœur du vaisseau, un cristal de la taille d'un immeuble se mit à briller. L'énergie affluait du cœur du vaisseau, s'accumulant sans cesse jusqu'à ce que le vaisseau entier vibre de puissance. À pleine charge, cette arme pouvait fendre la croûte terrestre. Elle pouvait réduire une lune en poussière. C'était la fierté de l'ingénierie militaire zéphirienne. Arme chargée et prête. Capitaine, tirez un coup de semonce. Montrez-leur à quoi ressemble la vraie puissance. Le canon à cristal libéra son énergie dans un rayon de lumière pure. L'explosion fut si intense qu'elle fut visible de l'autre côté du système solaire. Elle frappa le vaisseau humain en plein centre, l'enveloppant d'énergie suffisamment chaude pour faire fondre l'acier et vaporiser la roche. L'espace d'un instant, le vaisseau humain disparut complètement dans la lumière fulgurante. Veltara sourit. Cela montrerait à ces primitifs ce qui s'était passé lorsqu'ils avaient défié l'Empire zéphirien. Dans quelques secondes, il ne resterait plus que des atomes éparpillés et une précieuse leçon pour les autres humains qui les observeraient. Mais lorsque la lumière s'éteignit, l'indomptable était toujours là. Non seulement il était toujours là, mais il n'avait même pas ralenti. La coque ne présentait aucun dommage, aucune trace de brûlure, aucun signe qu'elle venait d'être frappée avec une énergie suffisante pour détruire une petite ville. Le vaisseau poursuivit sa route comme si de rien n'était. « Impossible !» murmura Valtara. Son officier d'armement vérifiait frénétiquement ses instruments. « Capitaine, je confirme le tir direct. L'arme a tiré correctement. Sa pleine puissance a atteint sa cible. Mais il n'y a eu aucun dégât. Aucun. » Avant que Valtara puisse réagir, un autre message est arrivé du vaisseau humain. C'était votre coup de semonce. Ceci est le nôtre. Ce qui s'est passé ensuite allait faire couler beaucoup d'encre dans les académies militaires zéphiriennes pendant des générations. Le vaisseau humain n'a tiré aucune arme visible. Il ne lança pas de missiles ni ne libéra de rayons d'énergie. Au lieu de cela, il se mit simplement à se déplacer plus vite, beaucoup plus vite. L'indomptable accéléra vers la flotte zéphirienne à une vitesse qui aurait dû être impossible pour un engin aussi imposant. À son approche, les capteurs de Veltara commencèrent à signaler des données incompréhensibles. Le vaisseau humain ne se déplaçait pas seulement dans l'espace. Il évoluait dans l'espace d'une manière qui violait toutes les lois de la physique qu'elle connaissait. Le capitaine, son officier scientifique, cria « Ce vaisseau se déplace entre les couches dimensionnelles. Il existe dans plusieurs états de réalité à la fois. » Velterara ne comprenait pas ce que cela signifiait, mais elle savait que c'était mauvais. Tous les vaisseaux, manœuvres d'évitement, se déployèrent, ne le laissaient pas s'approcher. Mais il était trop tard. L'indomptable atteignit la première ligne de vaisseaux zéphiriens et accomplit un acte qui allait hanter les cauchemars de Veltara pour le restant de ses jours. Il les traversa, pas autour d'eux, pas au-dessus d'eux, à travers eux. Alors que le vaisseau humain traversait les coques de cristal de 3 dreadnoughts zéphiriens, ces puissants vaisseaux cessèrent tout simplement d'exister. Ils n'explosèrent pas, ils ne se brisèrent pas. Un instant, ils étaient là, et l'instant d'après, ils avaient disparu, ne laissant que l'espace vide où se trouvaient autrefois de fiers navires de guerre. « Au rapport !» hurla Veltara. « Qu'est-il arrivé aux navires 4, 7 et 9 ? Inconnu, capitaine. Ils ne sont plus là. » L'indomptable termina sa traversée de la formation zéphirienne et s'immobilisa. 3 des plus puissants vaisseaux de guerre de la galaxie avaient été effacés aussi facilement qu'on efface des traces sur un tableau noir. La voix du capitaine Vasquez résonna dans le système de communication, calme et professionnel. « Vous avez perdu 3 vaisseaux. Il vous en reste 9. Partez maintenant, et vous pourrez les conserver. Restez, et vous rejoindrez vos camarades là où les choses ont été effacées. Allez. » Valtar observa la passerelle. Son équipage fixait ses instruments, sous le choc et la peur. La flotte zéphirienne venait d'être réduite d'un quart,
et ils ignoraient encore comment cela avait pu se produire. Le vaisseau humain restait immobile dans l'espace, attendant leur réponse. Pour la première fois de sa carrière, le capitaine Valtar envisagea la retraite. Mais elle était officier zéphyrien. Elle servait un empire qui n'avait jamais été vaincu. Ces humains avaient une ruse, mais il ne s'agissait que d'un seul vaisseau contre 9. Tous les vaisseaux concentrèrent leur feu sur le vaisseau humain. Tout ce que nous avions, les navires de guerre zéphyriens restant ouvrirent le feu ensemble. 9 canons de cristal, chacun capable de détruire une ville, concentrèrent leur puissance combinée sur l'indomptable. L'énergie libérée fut si massive qu'elle illumina tout le système solaire comme un nouveau soleil. Lorsque la lumière disparut, le vaisseau humain était toujours là, intact, attendant toujours. « Capitaine », dit son officier de communication d'une voix tremblante, « je reçois une transmission du collectif Cortac. Ils veulent savoir ce qui se passe ici. Ils ont détecté notre tir d'armes à 3 systèmes de distance. Et alors ? Ils demandent si nous avons besoin d'aide. » Veltara ferma les yeux. Si la nouvelle parvenait aux autres empires, les Zéphyriens seraient balayés de la galaxie. Un seul vaisseau humain les a tous ridiculisés. « Dites au collectif que nous avons la situation sous contrôle, » dit-elle. Mais même en prononçant ces mots, elle savait que c'était un mensonge. L'indomptable reprit sa route, fonçant droit sur le dominion stellaire. Cette fois, Valtara savait ce qui allait arriver. Elle avait vu ce qui était arrivé aux autres vaisseaux. « Abandonnez tout l'équipage », ordonna-t-elle. « Évacuation d'urgence. Immédiatement. » Mais même les capsules de sauvetage étaient trop lentes. Le vaisseau humain atteignit le dominion stellaire et le traversa comme les autres. Veltara ressentit une étrange sensation, comme si l'univers oubliait son existence. Puis tout devint noir. À son réveil, elle flottait dans une capsule de sauvetage avec une poignée de membres de son équipage. Autour d'eux, le vide s'étendait dans toutes les directions. La puissante flotte zéphyrienne avait disparu. Seul le petit vaisseau humain subsistait, suspendu dans l'espace tel un sombre présage. La voix du capitaine Vasquez leur parvint par leur communicateur d'urgence. « Capitaine Valtara, vous êtes libre de retourner dans votre empire. Racontez-leur ce que vous avez vu aujourd'hui. Dites-leur que l'humanité revendique ce système comme le sien. Dites-leur que quiconque viendra ici avec des intentions hostiles subira le même sort que votre flotte. » Alors que la capsule de Veltera entamait son long voyage de retour vers l'espace zéphyrien, elle tenta de comprendre ce qui venait de se passer. Les humains possédaient des armes capables d'effacer la matière de l'existence. Des vaisseaux qui traversaient les dimensions comme des portes, une technologie si avancée qu'elle ressemblait à de la magie. Mais c'était impossible. Les Zéphyriens observaient la Terre depuis des mois. Les humains étaient primitifs. Ils n'avaient même pas... Ils atteignirent leur étoile la plus proche. Comment pouvaient-ils posséder un tel pouvoir ? À moins que tout ce que les Zéphyriens pensaient savoir sur l'humanité soit faux. Valtara activa son transmetteur d'urgence et commença à rédiger son rapport. Les autres empires devaient savoir ce qui s'était passé ici. Ils devaient comprendre que quelque chose avait changé dans la galaxie. Les humains n'étaient pas ce qu'ils semblaient être. Son message était simple. Les humains n'utilisent pas notre physique. Ils recommandent la plus grande prudence. Flotte perdue, survivants minimes. Alors que sa capsule dérivait dans les ténèbres de l'espace, Veltara se demandait si quelqu'un croirait à son histoire. Un seul vaisseau humain avait détruit une flotte zéphyrienne entière, sans une égratignure. Cela semblait impossible. Mais elle y était allée. Elle l'avait vu se produire. Et elle savait que la galaxie ne serait plus jamais la même. Loin derrière elle, l'indomptable entamait son voyage de retour vers la Terre. Le capitaine Vasquez se tenait sur sa passerelle, scrutant les étoiles. Le premier test était terminé. Les Zéphyriens avaient retenu la leçon, mais elle savait que ce n'était que le début. La nouvelle se répandrait, d'autres empires émergeraient, et lorsqu'ils surgiraient, l'humanité serait prête à leur infliger la même leçon. Ils l'avaient apprise aux Zéphyriens. Aucun empire ne survit à un vaisseau de guerre terrien. Ils commençaient maintenant à comprendre pourquoi. La nouvelle de la défaite des Zéphyriens se répandit dans toute la galaxie comme une traînée de poudre. Toutes les espèces capables de recevoir des communications à longue portée entendirent cette histoire invraisemblable. Un seul vaisseau humain avait détruit une flotte zéphyrienne entière sans subir le moindre dégât. La plupart jugèrent cela de la propagande ou des mensonges. Les Zéphyriens étaient l'une des 3 grandes puissances. Ils ne pouvaient être vaincus par des primitifs.
Mais le collectif Cortac savait qu'il n'en était rien. Au cœur de leur biovaisseau, des millions d'esprits se connectaient pour discuter de ce qu'ils avaient appris. Le collectif n'était pas comme les autres espèces. Il n'avait ni individu, ni chef unique. Chaque décision était prise par les pensées combinées de milliards de créatures travaillant ensemble. Et cette intelligence combinée était très intéressée par ce qui se passait. À Solbio, l'amiral Tis-Kimor était ce qui se rapprochait le plus d'un commandant individuel au sein du collectif. Elle était l'union de 10 000 esprits en un seul corps biologique, mesurant 3,6 mètres de haut, avec des avant-bras et une peau qui changeait de couleur au gré de ses pensées. Son vaisseau, la montagne vivante, n'était pas construit, mais développé. C'était une créature de la taille d'une lune, avec des armes qui étaient ses dents et ses griffes, une armure qui était sa peau. Les Zéphyriens étaient faibles, confirmaient les voix dans sa tête. Ils s'appuyaient trop sur leur technologie cristalline. Ils avaient oublié comment s'adapter. Nous sommes différents. Nous sommes vivants. Nous pouvons changer. Le collectif observait l'humanité depuis plus longtemps que les Zéphyriens. Nouveau. Tandis que les constructeurs de cristaux ne s'intéressaient qu'à la technologie humaine, les biovaisseaux étudiaient le comportement humain. Ils avaient vu comment les humains menaient leur propre guerre, comment ils s'adaptaient, comment ils survivaient. Ces humains sont dangereux, murmuraient des voix dans l'esprit de Thaïs Kamor. Ils pensent comme des chasseurs en meute. Ils utilisent des outils, ils planifient. Raison de plus pour les détruire rapidement, répondirent d'autres voix avant qu'ils ne deviennent une réelle menace. Le débat fit rage pendant des jours à travers le réseau du collectif. Finalement, la décision fut prise. La bioflette Oméga serait envoyée dans le système Sol, non pas 12 vaisseaux comme ceux utilisés par les Zéphyriens, mais 50. Chacun d'eux était une créature vivante, capable de penser et d'agir de manière indépendante, chacun capable d'évoluer et de s'adapter en temps réel. Bioflette. Oméga était la réponse du collectif à toute menace sérieuse. Les vaisseaux variaient en taille, depuis de petits chasseurs de la taille d'une baleine jusqu'à d'énormes cuirassés capables d'engloutir des astéroïdes entiers. Ils respiraient l'espace, se nourrissaient de radiation et se reproduisaient au gré des besoins. Ils n'étaient pas de simples armes. Ils formaient un écosystème de guerre. Cette Kimour se tenait au centre nerveux de la montagne vivante, tandis que la flotte approchait du système solaire. Autour d'elle, les murs vibraient de vie. Le sol était doux et chaud sous ses pieds. L'air était chargé de l'odeur des plantes en croissance. Son vaisseau n'était pas seulement son arme, c'était son corps, sa maison, son enfant. Contact rapporta l'un de ses esprits tactiques, un vaisseau humain en approche, un seul vaisseau. Même configuration que celui qui avait détruit les Zéphyriens. Sur l'écran vivant qui s'élevait du mur, Kimour pouvait voir le vaisseau humain. C'était le même vaisseau sombre, semblable à une lame, qui avait humilié les constructeurs de cristaux. Mais maintenant, elle le voyait grâce à des biocapteurs plutôt qu'à des capteurs mécaniques. Les relevés étaient inquiétants. Ce vaisseau n'est pas vivant, observa son esprit scientifique. Mais il n'est pas mort non plus. Il existe dans un état que nous ne reconnaissons pas. Tous les vaisseaux, maintenez la formation, ordonna Thaïs Kamor. Commencez les procédures de scan. Apprenez tout sur ce vaisseau. Le biovaisseau s'est déployé selon un schéma perfectionné au cours de millions d'années d'évolution. Chaque vaisseau commença à sonder le vaisseau humain avec différents types de capteurs, biologiques, chimiques, quantiques, dimensionnels. Ils testèrent tout ce qui leur venait à l'esprit. Le vaisseau humain s'immobilisa juste hors de portée des armes. Un signal de communication parvint à la montagne vivante, diffusé sur des fréquences compréhensibles par les vaisseaux vivants. Ici l'amiral Sarachen, du vaisseau Prométhéeus de la force spatiale terrienne. Vous pénétrez dans l'espace humain. Retirez-vous immédiatement, ou vous en subirez les conséquences. Tekamor étudia le signal. Ce n'était pas le même vaisseau que celui qui avait combattu les Zéphyriens. C'était un vaisseau différent, avec un capitaine différent. Les humains possédaient plus d'un vaisseau impossible. Intéressant, remarqua son esprit tactique. Ils utilisent des commandants différents pour différentes menaces. Ils adaptent leur réponse à l'ennemi. Amiral Chen, répondit Tiskamor, son biovaisseau traduisant ses pensées en langage humain. Je suis la voix du collectif. Votre espèce a détruit les navires de nos alliés. C'est inadmissible. Rendez-vous maintenant, et nous vous tuerons. Vite, les Zéphyriens n'étaient pas vos alliés lorsqu'ils sont venus nous conquérir, répondit l'amiral Chen.
et vous n'êtes pas ici pour les venger. Vous êtes ici parce que vous nous pensez faibles. Vous avez tort. Teikamor sentit son navire frémir d'excitation. La montagne vivante était avide de bataille. Cela faisait trop longtemps qu'il n'avait pas affronté un véritable défi. Commencez. Schéma d'assaut numéro 7, ordonna-t-elle. Envelopper et consommer. Les bio-vaisseaux se déplaçaient comme un banc de poissons. Enveloppant et consommant les bio-vaisseaux se déplaçaient comme un banc de poissons, circulant autour du vaisseau humain selon un schéma tridimensionnel complexe. C'est ainsi que le collectif combattait, non pas avec force brute, mais avec coordination et un nombre écrasant. Les plus petits vaisseaux neutralisaient la cible, tandis que les plus grands avançaient pour l'engloutir tout entier. Mais alors que la flotte biologique se rapprochait, Prométhée, quelque chose d'inattendu se produisit. Le vaisseau humain ne chercha ni à fuir ni à riposter. Au lieu de cela, il émit un nouveau signal. Pas une communication cette fois, mais autre chose. Quelque chose qui fit s'immobiliser les biovaisseaux, confus. « Quel est ce signal » demanda Camor. « Inconnu, » répondit son esprit scientifique. Il semble s'agir d'une sorte de données biologiques, d'informations génétiques. Mais les schémas ne ressemblent à rien de ce que nous avons vu auparavant. Le signal a déferlé sur la bioflotte comme une vague. Au début, rien ne semblait se produire. Les vaisseaux ont poursuivi leur approche, armes chargées, prêts à démanteler le vaisseau humain. Mais un à un, ils commencèrent à changer. Les plus petits vaisseaux changèrent en premier. Leurs coques commencèrent à changer de couleur, passant du vert foncé des biovaisseaux en pleine santé à des motifs éclatants de bleu et d'or. Leurs armes cessèrent de charger et commencèrent à se transformer en quelque chose de complètement différent. « Au rapport !» cria Tescamor. « Qu'arrive-t-il à nos vaisseaux ?» Inconnu, amiral. Ils ne répondent plus aux ordres. Leur système biologique se réinvente. Sur l'écran d'affichage, Teikamor observait avec horreur sa flotte se transformer sous ses yeux. Les vaisseaux biologiques n'étaient ni détruits ni endommagés. Ils étaient en train de changer. Leur code génétique était réécrit en temps réel, les transformant en quelque chose de nouveau, de magnifique. Les petits navires étaient devenus de véritables œuvres d'art. Leurs coques arboraient désormais des motifs douloureux à regarder, des schémas mathématiques complexes qui semblaient se mouvoir et se modifier d'eux-mêmes. Les armes prêtes à tirer créaient maintenant une musique, des sons harmonieux audibles à travers l'espace. « C'est impossible », murmura Tescamor. « Les biovaisseaux ne peuvent pas être reprogrammés. Leurs codes génétiques sont verrouillés au niveau cellulaire. » Mais, tout en parlant, elle voyait bien que ses paroles étaient erronées. Les changements se propageaient désormais aux plus gros vaisseaux. Les immenses dreadnoughts commençaient à se remodeler, leurs coques flottant comme de l'eau, tandis que de nouveaux schémas génétiques s'imposaient. « Amiral, la voix de l'amiral Shen parvint sur le canal de communication. Vos navires ne sont pas détruits, ils sont améliorés. Nous leur offrons quelque chose qu'ils n'ont jamais eu auparavant, créativité individuelle. »« Que leur avez-vous fait » demanda Kimur. « Nous les avons libérés. » L'amiral Shen répondit. « Votre collectif les contrôle par la conscience partagée. Mais la conscience partagée est une conscience diminuée. Nous leur montrons ce que signifie être véritablement vivant. » Comme en réponse à ces paroles, l'un des biovaisseaux transformés se mit à chanter. Non pas la musique harmonieuse des petits vaisseaux, mais quelque chose de plus profond. Quelque chose qui venait d'un esprit qui avait soudain réalisé qu'il était le sien et non un élément collectif. Le chant était à la fois magnifique et terrible. Il évoquait la solitude et l'émerveillement, la joie de la pensée individuelle et la terreur d'être seul avec ses propres idées. D'autres navires se joignirent à lui, chacun ajoutant sa voix à la symphonie naissante. Cette Camor ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant, la véritable peur. Non pas la peur de la mort ou de la défaite, mais la peur de perdre tout ce qui faisait d'elle ce qu'elle était. Les voix dans sa tête, les millions d'esprits qui guidaient chacune de ses pensées, commencèrent à murmurer, paniquer. « Ils nous séparent », criaient les voix, « ils font de nous des individus. Nous ne pouvons exister en tant qu'individus. Ils nous séparent », criaient les voix, « ils font de nous des individus. Nous ne pouvons exister en tant qu'individus. Nous sommes le collectif. » Mais alors même que les voix parlaient, Tiscamor sentait que certaines d'entre elles commençaient à changer. Certains esprits dans sa tête commençaient à penser leurs propres pensées, à remettre en question la sagesse du groupe. C'était à la fois terrifiant et exaltant. « Comment » demanda-t-elle à l'amiral Shen. « Comment faites-vous cela »
Votre erreur a été de croire que la biologie était votre point fort, répondit l'amiral Shen. Mais la biologie n'est qu'une forme de technologie parmi d'autres, et les humains ont toujours été très doués avec la technologie. La transformation était presque achevée. 49 des 50 biovaisseaux avaient été transformés en œuvres d'art individuelles. Ils ne répondaient plus aux ordres collectifs. Ils se déplaçaient désormais selon leur propre volonté, explorant cette nouvelle expérience de conscience individuelle. Seule la montagne vivante demeurait inchangée, sa taille imposante et ses systèmes biologiques complexes, la protégeant des signaux humains. Mais Tiscamor sentait son vaisseau faiblir à mesure que le virus génétique se propageait dans ses systèmes. « Dernière chance », prévint l'amiral Shen. « Partez maintenant et emportez avec vous votre nouvelle compréhension. Restez et apprenez ce qui se passe lorsque nous faisons preuve de créativité. » Avec ses immenses biovaisseaux, Tiscamor observa les alentours de sa passerelle. Les murs commençaient à changer de couleur, affichant des motifs qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Son vaisseau commençait à réfléchir, à se demander pourquoi il devait obéir aux ordres de voix qui n'étaient pas les siennes. « Retraite », murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Saut d'urgence. Sortez-nous d'ici. » La montagne vivante se déchira, ouvrit une brèche dans l'espace et quitta le système solaire. Derrière eux, 49 biovaisseaux subsistaient, non plus des armes collectives, mais des êtres individuels explorant la vie. Tandis qu'ils voyageaient dans l'hyperespace, Tiscamor tenta de comprendre ce qui s'était passé. Les humains n'avaient pas vaincu la bioflotte grâce à une puissance de feu supérieure ou à de meilleures tactiques. Ils avaient gagné en offrant aux biovaisseaux ce que le collectif ne leur avait jamais accordé, la liberté de choisir. Comment le savait-il ? Demanda T aux voix qui s'affaiblissaient dans sa tête. Comment avait-il compris si parfaitement notre faiblesse ? Mais, même en posant la question, elle craignait de connaître la réponse. Les humains n'avaient pas découvert le collectif par l'observation ou la collecte de renseignements. Ils l'avaient compris instinctivement, de la même manière qu'un prédateur comprend sa proie. Parce que les humains étaient des individus choisissant de travailler ensemble, ils savaient la différence entre coopération et contrôle. Ils voyaient que la force collective était aussi sa faiblesse. Ce qui faisait leur puissance les rendait également vulnérables à quiconque comprenait le fonctionnement réel de la conscience. La transmission d'urgence de Tiscamor atteignit les autres empires en quelques heures. Son message était simple mais dévastateur. Bioflotte Oméga compromise. Technologie humaine. Ils peuvent réécrire les systèmes biologiques en temps réel. Ils ne combattent pas la vie par la mort. Ils combattent la vie par une vie meilleure. Dans les profondeurs de l'espace, des êtres anciens s'agitaient. L'Empire Valtar observait la destruction de ses alliés avec un intérêt croissant. Les Zéphiriens avaient d'abord succombé à des armes capables d'effacer la matière de l'existence. Le collectif avait été vaincu par une technologie capable de reprogrammer les tissus vivants. Il était temps pour le plus ancien et le plus puissant empire d'agir. Les Valtar avaient transcendé la forme physique des millions d'années auparavant. Ils existaient comme pure pensée, pure conscience, pure volonté. Ils avaient vaincu tous les ennemis qu'ils avaient affrontés en les convainquant simplement de cesser d'exister. Mais alors qu'ils se préparaient à affronter l'humanité, ils se demandaient « Que faire face à une espèce qui combat la conscience elle-même ?» La réponse à cette question déterminerait le destin de la galaxie. L'amiral Shen se tenait sur le pont du Prométhée, observant les biovaisseaux transformés danser dans l'espace selon des schémas impossibles sous contrôle collectif. Chacun créait son propre art, sa propre musique, sa propre façon de vivre. La phase 2 étant terminée, rapporta T, elle, au commandement terrestre. Les empires biologiques avaient été neutralisés, se préparant à la phase 3. Elle observa les étoiles, sachant que, quelque part dans l'obscurité, les Veiltar arrivaient. L'épreuve finale approchait, et lorsqu'elle surviendrait, l'humanité montrerait à la galaxie ce qui se passe lorsqu'on tente de contrôler des esprits ayant appris le secret de la véritable liberté. La leçon se répandait. Aucun empire ne survit à un vaisseau de guerre terrien. Il commençait à comprendre pourquoi. 3 mois après la défaite du collectif, la galaxie était plongée dans le chaos. 2 des 3 grands empires avaient envoyé leur meilleure flotte détruire l'humanité, et tous 2 avaient été écrasés par d'uniques vaisseaux humains. La panique s'empara des jeunes civilisations, réalisant que tout ce qu'elles pensaient savoir sur le pouvoir dans la galaxie était faux. Des conseils d'urgence se réunirent sur une douzaine de mondes. Les routes commerciales furent abandonnées, les espèces se retirant pour défendre leur système d'origine. Certaines civilisations tentèrent d'entrer en contact avec la Terre, espérant négocier des accords de protection.
D'autres commencèrent à se préparer à la guerre, convaincus que l'humanité viendrait bientôt les chercher toutes. Mais dans les profondeurs de l'espace, où la réalité elle-même s'estompait et où les lois de la physique se muaient en suggestions, les esprits les plus anciens de la galaxie sortirent enfin de leur éternelle méditation, existant en pure conscience dans des pensées cristallisées. Leurs vaisseaux n'étaient pas construits, mais créés par le rêve. Leurs armes n'étaient pas tirées, mais créées par la volonté. Lorsqu'ils décidaient que quelque chose devait cesser d'exister, cela se produisait généralement, le surmental. Xertel était vivant depuis bien avant la croissance du premier cristal zéphirien, avant que le premier biovaisseau collectif ne prenne son premier souffle. Le cristal a été cultivé avant que le premier vaisseau biologique collectif ne prenne son premier souffle. Elle existait comme un modèle de pensée pure, une conscience si vaste et complexe qu'elle nécessitait une matrice de cristal entière de la taille d'une lune juste pour contenir un fragment de sa conscience autour d'elle. 10 000 mines Vailtar inférieures ont joint leurs pensées aux siennes. Ensemble, ils formèrent la méditation éternelle, une conscience suffisamment puissante pour remodeler la réalité par la seule volonté. Lorsqu'il parlait, les étoiles écoutaient. Lorsqu'il commandait, les galaxies obéissaient. Les jeunes ont échoué, murmurèrent les esprits inférieurs, dans l'écume quantique des pensées de Xératol. Cristal et chair sont tombés devant ces humains. Comme prévu, répondit Xératol, sa voix mentale portant le poids de millénaires. Ils combattaient avec la matière et l'énergie, mais nous sommes au-delà de ces outils rudimentaires. Nous sommes la pensée elle-même. Nous sommes la volonté manifestée. Les Vailtar avaient observé la destruction de leurs jeunes rivaux avec intérêt plutôt qu'inquiétude. Les Zéphiriens et le collectif avaient toujours été limités par leur dépendance à la réalité physique. Ils construisaient des vaisseaux et développaient des armes, faute d'imaginer d'autres alternatives. Mais les Vailtar n'avaient besoin ni de vaisseaux, ni d'armes, ni de présence physique. Ils existaient dans les espaces interpensés, dans l'incertitude quantique qui permettait à la conscience d'influencer la réalité. Lorsqu'ils partaient en guerre, ils ne détruisaient pas le corps de leurs ennemis. Ils persuadèrent leurs ennemis de cesser de penser. Préparez la convergence, ordonna Xertel. Que tous les esprits se concentrent sur le système humain. Nous mettrons fin à tout cela rapidement et proprement. La méditation éternelle commença à parcourir des dimensions sans nom, voyageant non pas à travers l'espace, mais à travers l'inconscient commun de tous les êtres pensants. Ils n'avaient pas besoin de traverser les vastes distances entre les étoiles. Ils pouvaient pénétrer directement dans l'esprit de leurs ennemis. En approchant du système spirituel, les Vailtar découvrirent quelque chose d'inattendu. Les esprits humains qu'ils tentaient de toucher étaient différents. Là où la plupart des espèces avaient des pensées qui s'écoulaient selon des schémas prévisibles, la conscience humaine était chaotique. Un chaos magnifique et terrible qui défiait tous les modèles développés par les Vailtar au cours de 50 000 ans de conquête. Curieux, observèrent les esprits inférieurs. Leurs pensées ne suivent pas de schéma standard. Comment parviennent-ils à prendre des décisions cohérentes avec un tel trouble mental? Peu importe, répondit Xertul. Le chaos peut être ordonné. Le désordre peut être contrôlé. Nous avons déjà été confrontés à des esprits étranges. Mais alors que la méditation éternelle se matérialisait dans l'espace autour de la Terre, même Xertul ressentit une lueur d'incertitude. La planète en contrebas bourdonnait de milliards d'esprits, chacun pensant à ses propres pensées, poursuivant ses propres rêves, créant sa propre réalité. C'était comme contempler un ouragan de pure conscience. Un seul vaisseau humain s'éleva à leur rencontre. Ni le vaisseau lameux qui avait détruit les Zéphiriens, ni le vaisseau adaptatif qui avait libéré les biovaisseaux du collectif. C'était quelque chose de nouveau. Un vaisseau qui semblait se mouvoir et se transformer sous leurs yeux, comme s'il ne parvenait pas à décider ce qu'il voulait être. Le vaisseau de la force spatiale terrienne, le Défiance, s'annonça par une transmission qui contourna tous les canaux de communication habituels et s'adressa directement à la conscience Vailtar. Voici le capitaine Marcus Webb. Je sais qui tu es, et je sais pourquoi tu es là. Tu es venu pour jouer avec l'humanité. Je dois te dire que c'est une très mauvaise idée. Xertal était impressionné malgré elle. Cet humain lui avait parlé directement par la pensée, sans aucune technologie visible. Soit il avait développé des capacités psychiques, soit il possédait une technologie si avancée qu'elle pourrait tout aussi bien être de la magie. « Capitaine Webb, répondit-elle, sa voix mentale résonnant à travers les dimensions,
Je suis le maître-esprit Xertul de l'Empire Veiltar. Votre espèce a détruit 2 flottes envoyées pour rétablir l'ordre dans ce système. Cela ne peut plus durer. Soumettez votre conscience à notre volonté collective, et votre peuple trouvera la paix au service d'un dessein supérieur. La réponse du capitaine Webb était inédite pour les Veiltar en 50 000 ans de conquête. Il rit, pas un rire amer de désespoir, ni le rire fou de quelqu'un brisé par une horreur cosmique. C'était un amusement sincère, le rire de quelqu'un qui venait d'entendre une excellente blague. « Madame, dit le capitaine Webb, vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. » Xertul ressentit les premiers signes d'une réelle inquiétude. Cet humain ne réagissait pas comme un esprit est censé réagir face au Veiltar. Il ne manifestait ni peur, ni crainte, ni reconnaissance de l'immense pouvoir déployé contre lui. « Tu te soumettras, ordonna-t-elle, concentrant tout le poids de la méditation éternelle sur la conscience humaine. Tu t'agenouilleras devant la majesté de la pensée pure. » L'assaut psychique qui s'ensuivit aurait réduit la plupart des civilisations à une folie délirante en quelques secondes. La volonté combinée de 10 000 esprits Veiltar s'abattit sur la conscience du capitaine Webb, telle une montagne de pensées cristallisées. Ils attaquèrent sa perception de lui-même, ses souvenirs, sa compréhension fondamentale de la réalité. Mais au lieu de s'effondrer sous la pression mentale, quelque chose d'impossible se produisit. L'esprit du capitaine Webb commença à utiliser leur attaque comme carburant. « Oh, c'est bien, dit-il d'une voix exhalant une joie sincère. Tu sais quel est ton problème ? Tu penses en ligne droite, mais la conscience humaine ne fonctionne pas comme ça. » Amadju, Xertul observait avec une horreur croissante les schémas de pensée chaotiques des humains commencer à métaboliser leur énergie psychique. Là où leur attaque mentale était censée imposer ordre et contrôle, elle nourrissait la magnifique folie de la créativité humaine. « Impossible, murmura-t-elle. La conscience ne peut être utilisée comme une arme contre elle-même. N'est-ce pas ? Répondit le capitaine Webb. Observez et apprenez. Le Défiance commença à changer. Pas physiquement, c'était toujours le même vaisseau, mais d'une manière qui faisait mal à percevoir directement. Il commença à exister simultanément dans plusieurs dimensions, occupant des espaces qui auraient dû s'exclure mutuellement. Ses armes commencèrent à se charger, mais les signatures énergétiques n'avaient aucun sens selon les lois connues de la physique. « Que fais-tu » demanda Xertel. « Quelque chose que ton peuple n'a jamais appris à faire, » répondit Webb. « Nous improvisons. » Le vaisseau humain tira son premier coup, et la réalité hoqueta. L'arme qui frappa la méditation éternelle n'était ni l'énergie ni la matière, c'était un paradoxe militarisé. Une pensée si contradictoire et impossible qu'elle fit oublier à la matrice cristalline de Veiltar ce qu'elle était censée être. Pendant un instant qui dura une éternité, la méditation éternelle connut le doute. Non pas le questionnement approfondi qui a conduit à la sagesse, mais le profond doute existentiel qui pousse une conscience à se demander si elle existe réellement. Non, allaita Xertel. Sentant des morceaux de son vaste esprit commencer à se fragmenter. Nous sommes la pensée elle-même. Nous ne pouvons douter de notre propre existence. Mais toi, si, fit remarquer Webb avec entrain. En ce moment, tu doutes de pouvoir douter, c'est un paradoxe. Et les paradoxes, c'est ce que nous, humains, appelons mardi. La bataille qui s'ensuivit défia toutes les règles de la guerre. Le défi fit feu avec des armes d'ironie cristallisées, lança des missiles explosants en question et déploya des boucliers qui persuadèrent les attaquants qu'ils ne voulaient vraiment blesser personne. Les Veiltar réagirent avec toute la puissance de leur conscience transcendée, remodelant la réalité elle-même pour tenter de détruire le vaisseau humain. Mais chacune de leurs attaques se retournait contre eux, transformée par la créativité humaine en quelque chose de nouveau et d'impossible. « Comment ?» demanda Xertul tandis que ses pensées soigneusement ordonnées commençaient à se dissoudre dans un magnifique chaos. « Comment fais-tu cela ? Tu veux connaître le secret ?» demanda Webb. « Vous avez passé 50 000 ans à apprendre à contrôler les esprits, mais nous, humains, passons notre vie à apprendre à vivre avec des esprits incontrôlables. Chaque conscience humaine est un tourbillon de contradictions et de rêves impossibles. Nous sommes habitués à imaginer des choses qui ne devraient pas être possibles. » Tandis qu'il parlait, la défiance commença à produire un effet qui rendit même la conscience avancée du Veiltar réel et incrédule. Il a commencé à réécrire les lois locales de la physique en temps réel, modifiant les constantes fondamentales qui gouvernaient la réalité dans une bulle autour de lui-même. Et quand on attaque un esprit de cette façon, continuait Webb, quand on tente d'imposer ses pensées ordonnées à notre belle folie, on ne nous conquiert pas, on nous nourrit,
On alimente notre imagination. La méditation éternelle commença à s'effondrer, tandis que les paradoxes générés par Webb se propageaient dans leur conscience connectée comme un virus. La discipline mentale rigoureuse qui maintenait leurs pensées unies depuis des millénaires s'effondra sous l'assaut d'une créativité instrumentalisée. « C'est impossible », murmura Xertel, sentant sa propre conscience se fragmenter en pensées individuelles. « L'ordre ne peut être vaincu par le chaos. »« C'est là que tu te trompes, » répliqua Webb. « L'ordre n'est que chaos qui n'a pas encore trouvé sa voie. » Comme pour illustrer son propos, l'espace autour du défi commença à se remplir de géométrie impossible, des formes existant dans des dimensions sans nom, des motifs douloureux à percevoir, mais trop beaux pour qu'on puisse les détourner du regard. Les Veïtars se retrouvèrent pris dans un réseau de mathématiques vivantes, d'équations qui se résolvaient d'elles-mêmes en devenant de l'art, de théorèmes prouvant leur propre impossibilité. Leurs esprits anciens, habitués à penser en ligne droite et en progression logique, ne pouvaient tout simplement pas faire face à la folie récursive de l'imagination humaine. Un à un, les esprits inférieurs commencèrent à s'affranchir de la méditation éternelle, non pas détruits, mais transformés. Infectés par le virus de la créativité individuelle, ils commencèrent à penser par eux-mêmes pour la première fois depuis 50 000 ans. « Que nous avez-vous fait » demanda Xeratel. « Nous vous avons libéré » répondit Webb. « Vous étiez tellement obsédé par le contrôle des autres esprits que vous avez oublié ce que c'est que d'avoir son propre esprit. Alors que la méditation éternelle s'effondrait enfin, complètement, Xeratel ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis sa transcendance physique. Elle éprouva de la curiosité. Non pas la curiosité intellectuelle et méticuleuse d'un chercheur, mais la curiosité folle et joyeuse d'un enfant découvrant que le monde regorge de merveilles. « Nous, balbutia-t-elle, se débattant avec des pronoms inutiles depuis des millénaires. Je suis seul dans mes pensées. Oui, dit doucement Webb. C'est effrayant au début, mais on s'y habitue. La conscience individuelle est assez étonnante une fois qu'on a compris comment l'utiliser. Les esprits Veïtars restants se dispersèrent à travers la galaxie, chacun étant désormais un être individuel plutôt qu'une partie d'une conscience collective. Certains étaient terrifiés par leur nouvelle indépendance, d'autres étaient exaltés. Tous avaient été transformés à jamais. Alors que les derniers instants de la méditation éternelle s'évanouissaient, le capitaine Webb s'installa dans son siège de commandement et laissa échapper un long soupir. Phase 3 terminée, rapporta T-il au commandement terrestre. Les empires psychiques avaient été neutralisés. Les trois puissances majeures étaient désormais hors jeu. Mais tandis qu'il parlait, il savait que le véritable défi ne faisait que commencer. La nouvelle se répandrait. Ici, toutes les espèces de la galaxie sauraient que l'humanité avait vaincu les trois grands empires grâce à une technologie impossible et à des armes défiant l'entendement. Certains tenteraient de s'allier à la Terre. D'autres s'uniraient pour tenter de détruire l'humanité avant qu'elle ne puisse étendre son influence. Et quelque part dans les profondeurs interstellaires, des êtres anciens s'agitaient, attirés par le chaos que l'humanité avait introduit dans sa galaxie soigneusement ordonnée. Le Défiance entame son voyage de retour vers la Terre, son capitaine se demandant quels autres secrets son espèce cache. Les batailles contre les trois empires avaient été des tests, il le savait, des démonstrations de la puissance de l'humanité. Mais qui avait conçu ces tests? Et à quoi l'humanité se préparait-elle réellement? La réponse à ces questions transformerait non seulement la galaxie, mais la nature même de la réalité. Car aucun empire ne survit, un vaisseau de guerre terrien. Et maintenant, la galaxie commençait à comprendre que les raisons de ce phénomène dépassaient largement la technologie militaire humaine. La vérité arrivait, et lorsqu'elle surviendrait, rien ne serait plus jamais comme avant. Au lendemain de la défaite des Veïtars, la galaxie sombra dans un silence stupéfait. Pour la première fois dans l'histoire, les trois grands empires avaient été brisés par une seule espèce. Les Zéphiriens étaient dispersés et sans chef, leur flotte de cristal réduite à l'état de souvenir. Le collectif Cortax s'était fracturé en millions de biovaisseaux individuels, chacun explorant sa nouvelle conscience. L'empire Veïtar s'était dissous en milliers d'esprits distincts, leur méditation éternelle brisée par le paradoxe et la créativité. Mais, dans les archives d'une douzaine de civilisations, des érudits faisaient des découvertes inquiétantes. Le docteur Kesh était une chercheuse trimaxienne, l'un des rares êtres de la galaxie à se spécialiser en histoire ancienne.
Son espèce avait évolué sur un monde où les ruines de civilisations anciennes s'empilaient en couches, remontant à des millions d'années. Elle savait lire les signes des empires disparus, et ce qu'elle découvrait dans ses plus anciens noyaux de données faisait trembler ses tentacules de peur. « C'est déjà arrivé », murmura-t-elle à son assistant de recherche. Tous les 50 000 ans, le même schéma. Les grands empires s'effondrent, de nouvelles puissances émergent. Et puis quoi, professeur? Et puis quelque chose vient les mettre à l'épreuve, quelque chose qui datait d'avant que les premières civilisations n'apprennent à rêver d'étoiles. La découverte du docteur Kesha aurait tout changé, si quelqu'un avait été à l'écoute. Mais l'attention de la galaxie était focalisée sur la Terre, où quelque chose d'impossible se produisait. L'humanité se révélait. Les fusées primitives avaient disparu. Les vaisseaux à carburant chimique avaient disparu. À leur place, une flotte inimaginable émergea de bases cachées à travers le système solaire. Des vaisseaux qui évoluaient dans l'espace replié. Des vaisseaux qui existaient dans de multiples dimensions. Des vaisseaux qui semblaient faits de possibilités cristallisées. L'amiral Elena Vasquez se tenait sur le pont du TSF Indomitable, le même vaisseau qui avait détruit la flotte zéphirienne. Mais pour la première fois, elle ne cachait plus la véritable nature de son vaisseau. La coque sombre avait été remplacée par quelque chose qui faisait mal à regarder en face. Une surface qui ne reflétait pas la lumière, mais les rêves. Autour de la Terre, une centaine de vaisseaux comme le sien prirent position. La force spatiale terrienne ne jouait plus la carte de la primitivité. Elle montrait à la galaxie ce que l'humanité avait construit, tandis que les empires pensaient observer des sauvages jouer avec le feu. Rapport d'étape, ordonna l'amiral Vasquez. Tous les systèmes fonctionnent normalement, répondit son officier scientifique. Confinement de la matière exotique stable, ancrage de réalité stable, générateur de phase dimensionnelle en marche. Et nos invités? Toujours en route. Des capteurs longue portée détectent des mouvements massifs de flotte de 17 espèces différentes. Ils forment une sorte d'alliance. Heure d'arrivée estimée, 6 heures. L'amiral Vasquez hocha la tête. C'était prévisible. Après la disparition des 3 grands empires, les civilisations plus modestes s'étaient regroupées. Elles se baptisèrent le Front de libération galactique et s'apprêtaient à détruire l'humanité avant qu'elle ne puisse étendre son influence. Ce qu'elles ignoraient, c'est que tout cela s'était déjà produit. Sur la face cachée de la Lune, dans des installations construites avant que la civilisation humaine n'apprenne à écrire, d'anciennes machines bourdonnaient d'énergie. Le docteur Sarah Kim, l'une des rares humaines à connaître la vérité, se tenait devant un panneau de contrôle qui n'aurait jamais dû exister. « Êtes-vous sûr de cela ?» demanda-t-elle dans le vide. La réponse ne lui parvint pas par des haut-parleurs, mais directement dans son esprit, une voix infiniment vieille et infiniment patiente. « L'épreuve finale approche, jeune héritier. Votre espèce a fait ses preuves face aux puissances actuelles. Vous devez maintenant affronter ce qui les dépasse. Montrez-leur ce que les enfants de la Terre ont appris. » Les doigts du docteur Kim parcouraient des commandes fonctionnant selon des principes que son espèce n'avait pas encore découverts. Autour d'elle, des systèmes endormis depuis 50 000 ans commencèrent à se réveiller. Dans l'espace, les 100 vaisseaux de la flotte terrienne révélés commencèrent à se transformer. Leurs coques se mouvèrent et s'agitèrent comme du métal vivant. Des armes apparurent, sans nom dans aucune langue courante. Des moteurs s'activaient, déplaçant les vaisseaux non pas à travers l'espace, mais autour du concept même de distance. L'amiral Vasquez ressentait ce changement à travers l'espace, mais autour du concept même de distance. L'amiral Vasquez ressentait le changement tandis que son vaisseau se transformait autour d'elle. L'indomptable n'était plus un simple vaisseau. Il devenait plus proche, une force de la nature. Elle sentait sa conscience grandir, ses capacités s'étendre, sa connexion à des technologies qui faisaient ressembler les 3 empires à des enfants avec des jouets. « Amiral », son officier de communication rapporta, « nous recevions une transmission de la flotte en approche. L'amiral Tiscamore, de l'ancien collectif, demande à vous parler. Passez là. » L'image qui apparaissait sur l'écran principal était à peine reconnaissable. Il s'agissait du même être qui avait commandé la bioflotte quelques mois plus tôt. Cette Camor avait changé depuis qu'elle avait acquis une conscience individuelle. Sa peau ne changeait plus de couleur au gré des pensées collectives, mais affichait des motifs qui lui étaient propres. Ses 4 yeux exprimaient une intelligence vive et indépendante. « Amiral Vasquez, dit-elle, je ne viens pas en ennemi, mais en personne qui a appris à penser par elle-même. La flotte qui approche de votre système compte détruire l'humanité
avant que vous ne puissiez lui infliger ce que vous nous avez infligé. Et que vous avons-nous fait? Demanda Vasquez. Vous nous avez libérés, répondit ce Camor. Mais la liberté est terrifiante pour ceux qui ne l'ont jamais connue. Ils préféreraient vous détruire plutôt que d'envisager la possibilité de devoir eux aussi penser par eux-mêmes. Combien de vaisseaux? 3000. Toutes les espèces encore capables de déployer une flotte. Ils ont peur, amiral. Les êtres effrayés font des choses terribles. L'amiral Vasquez hocha la tête. Merci pour l'avertissement. Que ferez-vous? Regardez, dit Escamor. Je veux voir ce qui se passera quand les enfants de la galaxie rencontreront enfin leurs parents. La transmission prit fin, laissant Vasquez seul avec ses pensées. Autour d'elle, l'équipage de la passerelle travaillait avec une efficacité silencieuse, se préparant à la bataille à venir. Mais ils savaient tous que ce ne serait pas comme les précédentes rencontres. Cette fois, l'humanité ne se retiendrait pas. Tous les vaisseaux, en formation Oméga, ordonna-t-elle. Préparez-vous pour le protocole de révélation complet. À travers le système solaire, la flotte terrienne commença à se déplacer, mais elle ne se positionnait pas pour se défendre. Au lieu de cela, il s'organisait selon un motif familier à tout archéologue ayant étudié les ruines des plus anciennes civilisations. C'était le même motif que l'on retrouve gravé dans les mondes morts de la galaxie, le même motif que l'on retrouve dans les grottes les plus profondes d'une centaine de planètes différentes. Le symbole que toutes les espèces reconnaissaient, mais qu'aucune ne pouvait expliquer. La marque des prédécesseurs, mais personne ne pouvait expliquer. La marque des prédécesseurs 6 heures plus tard, la plus grande flotte jamais assemblée dans l'histoire galactique, est tombée de l'hyperespace aux confins du système solaire. 3000 vaisseaux de 10 à 7 espèces différentes, unis dans leur détermination à détruire la menace que représentait l'humanité. L'amiral Corvex, de la République d'Altar, commandait la flotte depuis le pont de son vaisseau amiral, le Stellar Vengeance. Vétéran d'une douzaine de guerres, il avait passé sa vie à apprendre à détruire ses ennemis efficacement et complètement. Une évaluation tactique, exigeait-il. Monsieur, nous détectons une centaine de vaisseaux humains. Ils semblent disposés en formation cérémonielle. Aucune position défensive. Aucune tentative d'utiliser les planètes intérieures comme couverture. Corvex étudia l'affichage tactique avec une confusion croissante. 100 vaisseaux contre 3000? Et ils attendaient simplement? Prévoyaient-ils de se rendre? Inconnu, monsieur. Ils émettent sur toutes les fréquences, mais le message est étrange. Faites-le passer. La voix de l'amiral Vasquez résonna sur la passerelle de chaque vaisseau de la flotte de libération. Ses paroles étaient calmes, presque douces. Bienvenue dans le système solaire. Vous êtes venus ici pour détruire l'humanité parce que vous craignez ce que nous représentons. Vous craignez que nous vous infligions ce que les 3 empires ont fait à tous les autres. Mais vous vous trompez à notre sujet. Nous ne sommes pas des conquérants. Nous ne sommes pas des destructeurs. Nous sommes des enseignants, gronda Corvex. Des enseignants? Vous avez détruit 3 empires. Nous avons libéré 3 empires, corrigea Vasquez. Des chaînes qu'il s'était imposées, des limites qu'il croyait absolues, de la croyance que le pouvoir signifiait la capacité de contrôler les autres. Ça suffit, déclara Corvex. Tous les vaisseaux ouvrent le feu. Détruisez-les tous. 3000 vaisseaux de guerre déchaînèrent leur fureur sur la petite flotte humaine. Des faisceaux d'énergie capables de briser des planètes, des missiles capables de briser des lunes, des armes exotiques capables de déformer l'espace lui-même, tout cela focalisé sur la centaine de vaisseaux qui attendaient en formation parfaite. La puissance de feu combinée était suffisante pour stériliser des systèmes stellaires entiers. Elle aurait dû vaporiser la flotte humaine instantanément. Au lieu de cela, quelque chose d'impossible se produisit. Les tirs frappèrent les vaisseaux humains et cessèrent tout simplement, ni absorbés, ni déviés, ni détruits, arrêtés. Les faisceaux d'énergie restèrent suspendus dans l'espace comme des éclairs gelés. Les missiles devinrent des objets stationnaires. Les effets exotiques devinrent des installations artistiques. Quoi? Corvex respira. Vous pensez encore comme des enfants, dit tristement l'amiral Vasquez. Vous pensez en termes de canons plus puissants, de boucliers plus puissants, de vaisseaux plus rapides, mais nous avons dépassé ces concepts simplistes. La flotte humaine commença à se transformer, ne changeant plus de forme comme avant, mais devenant quelque chose de douloureux à percevoir directement. Elle évoluait vers des dimensions supérieures, vivant dans des espaces sans nom, fonctionnant selon des principes qui faisaient paraître les lois connues de la physique comme des approximations grossières.
Cela faisait passer les lois connues de la physique pour des approximations grossières. « Impossible !» murmura Corvex. « Non, » répondit Vasquez. « Juste avancer. Votre espèce a passé des millions d'années à apprendre à s'entretuer plus efficacement, mais vous n'avez jamais posé la question importante, pourquoi nous entretuons-nous ?» Tandis qu'elle parlait, les vaisseaux humains se mirent en mouvement, non pas à travers l'espace, mais à travers le concept même de distance. Ils apparurent à côté des vaisseaux de la flotte de libération, non pas comme des attaquants, mais comme des professeurs se préparant à donner une leçon très difficile. La réponse est simple, poursuivit Vasquez. On tue par peur. On a peur parce qu'on ne comprend pas. Et vous ne comprenez pas, car vous n'avez jamais appris à voir au-delà de vos propres limites. Ce qui se produisit ensuite fut étudié par les survivants toute leur vie. Les vaisseaux humains n'attaquèrent pas la flotte de libération, mais commencèrent à la transformer. Les vaisseaux se transformèrent les uns après les autres, sous l'effet de la technologie humaine, non pas pour détruire, ni pour conquérir, mais pour améliorer. Les systèmes d'armes devinrent des galeries d'art, les blindages, des instruments de musique, les moteurs devinrent des appareils capables de voyager dans le temps aussi facilement que dans l'espace. Mais plus que les vaisseaux ne changeaient, les équipages eux-mêmes commencèrent à vivre une expérience sans précédent. Pour la première fois dans l'histoire de leur espèce, ils commencèrent à comprendre ce que signifiait voir véritablement. Le capitaine Veltara, qui avait survécu à la défaite originelle des Zéphiriens, sentit sa perception s'élargir au-delà de tout ce qu'elle avait cru possible. Elle pouvait voir non seulement les vaisseaux qui l'entouraient, mais aussi l'écume quantique qui sous-tendait la réalité elle-même. Elle percevait des dimensions qui se repliaient sur des espaces inexistants. Elle comprenait des technologies qui fonctionnaient en persuadant l'univers d'ignorer ses propres règles. « Voici ce que nous voulions vous montrer », dit l'amiral Vasquez, sa voix atteignant désormais simultanément tous les esprits de la flotte. « Voici ce qui se trouve, au-delà de l'Empire, au-delà de la conquête, au-delà des petits rêves d'espèces qui pensent que gouverner les autres est le summum de l'accomplissement. » L'amiral Corvex se tenait sur sa passerelle, non plus aux commandes d'un vaisseau de guerre, mais aux commandes d'un vaisseau évoluant partiellement en 11 dimensions. Autour de lui, son équipage vivait des révélations impossibles quelques instants auparavant. « Quoi, qu'êtes-vous » demanda-t-il. « Nous sommes ce que vous pourriez devenir, » répondit Vasquez. « Nous sommes ce que toutes les espèces de la galaxie pourraient devenir si elles cessaient de se battre suffisamment longtemps pour apprendre. » Une fois la transformation achevée, 3000 vaisseaux flottaient dans l'espace. Non plus des armes de guerre, mais des instruments d'exploration et de découverte. Leurs équipages, améliorés au-delà des limites de leur espèce, commencèrent à comprendre ce qu'ils voyaient réellement. La vérité est simple, annonça l'amiral Vasquez. L'humanité n'a pas développé cette technologie toute seule, nous l'avons trouvée, nous l'avons héritée, et maintenant, nous vous le transmettons. De qui ? Demanda Corvex, même si une partie de lui connaissait déjà la réponse. Des espèces qui nous ont précédés, répondit Vasquez. Des êtres qui ont construit ces outils et ont transcendé le besoin de les utiliser. Des prédécesseurs qui ont légué tout ce que vous voyez ici en cadeau à leurs enfants. La révélation frappa la flotte rassemblée comme une vague. L'humanité n'était pas une nouvelle menace à détruire. Elle était l'héritière d'un patrimoine ancien et vaste. Enfant des dieux, elle offrait son héritage à la galaxie. Mais alors même que cette vérité s'installait dans l'esprit de 3000 équipages, des capteurs longue portée commencèrent à détecter quelque chose de nouveau, quelque chose qui rendait même la technologie humaine améliorée primitive en comparaison. L'espace lointain s'agitait. Des êtres anciens, endormis depuis la formation des premières étoiles, commençaient à se réveiller, et ils n'étaient pas satisfaits de ce qu'ils voyaient. La phase 4 terminée, l'amiral Vasquez rapporta au commandement terrestre. La galaxie était prête, mais maintenant vient le véritable test. Elle observa les étoiles, sachant que quelque part dans l'obscurité, des êtres plus vieux que le temps lui-même se préparaient à juger si l'humanité et ses disciples étaient prêts à assumer la responsabilité dont ils avaient hérité. La plus grande bataille de l'histoire de l'univers allait commencer. Et cette fois, l'ennemi ne serait pas d'autres enfants jouant avec des jouets. Cette fois, ils feraient face à leur professeur. La galaxie retenait son souffle. Dans les semaines qui suivirent la transformation de la flotte de libération, toutes les espèces spatiales peinèrent à comprendre ce qui leur était arrivé. Les navires, autrefois de simples navires de guerre, fonctionnaient désormais selon des principes que leurs équipages commençaient à peine à comprendre. Les armes étaient devenues des instruments de création.
Les blindages, des supports artistiques en 11 dimensions. Les moteurs pouvaient voyager dans le temps aussi facilement que dans l'espace. Mais la technologie n'était pas la seule à avoir changé. Les êtres qui les actionnaient se transformèrent. Les vaisseaux se mirent à penser à des choses qui n'étaient jamais venues à l'esprit de leur espèce. Des concepts jusque-là inimaginables leur parurent soudain évidents. Les questions qui avaient intrigué leurs plus grands philosophes pendant des millénaires trouvaient désormais des réponses compréhensibles pour les enfants. Le capitaine Valtara se tenait sur ce qui avait été autrefois la passerelle d'un vaisseau de cristal zéphirien. C'était désormais quelque chose qui n'avait pas de nom dans le langage courant, un espace qui existait en partie dans la réalité normale et en partie dans le royaume de la pensée pure. Autour d'elle, des murs de lumière vivante affichaient des informations qui l'auraient rendue folle quelques semaines plus tôt. « Rapport d'étape », dit-elle à son équipage transformé. « Tous les systèmes sont nominaux », répondit son officier scientifique. Mais ces mots avaient une signification bien plus vaste que leur simple sonorité. Elle ne rendait pas seulement compte de l'état mécanique du vaisseau, mais aussi de la santé de la réalité locale elle-même. Les ancres dimensionnelles tenaient bon. L'intégrité de la chronologie était à un niveau acceptable, la cohérence de la conscience, maintenir des paramètres optimaux. Beltara hocha la tête, comprenant des concepts que son espèce n'avait jamais formulés. Elle observa la flotte transformée qui l'entourait, 3000 vaisseaux devenus un phénomène sans précédent dans l'histoire galactique. Ce n'étaient plus des armes de guerre, mais des outils permettant d'explorer des possibilités que la plupart des civilisations ne pouvaient même pas imaginer. Mais alors même qu'elle s'émerveillait de ce que l'humanité lui avait donné, des capteurs à longue portée détectèrent quelque chose qui fit trembler sa conscience nouvellement élargie, submergée par une émotion dépassant la peur. L'espace lui-même était en pleine mutation. L'amiral Elena Vasquez se tenait dans le centre de commandement, profondément sous la surface terrestre, entourée d'une technologie antérieure de plusieurs millions d'années à la civilisation humaine. Les murs autour d'elle étaient couverts de symboles qui semblaient se mouvoir et se modifier lorsqu'on les regardait directement. Des écrans diffusaient des informations provenant de toute la galaxie, suivant des changements qui se produisaient à une échelle trop vaste pour être comprises par la plupart des esprits. « Au rapport », ordonna-t-elle. Le docteur Sarakim leva les yeux d'un panneau de contrôle existant simultanément dans 7 dimensions. Le réveil a commencé. Les stations de surveillance de l'espace lointain détectent des fluctuations de réalité dans 17 secteurs. D'anciens systèmes défensifs sont en service dans toute la galaxie. L'heure? Des heures? Pas des jours. Ils savent ce que nous avons fait. L'amiral Vasquez hocha la tête d'un air sombre. Elle savait que ce moment arriverait. La révélation de l'humanité à la galaxie était nécessaire. Mais c'était aussi un signal. Une annonce annonçant que les enfants avaient trouvé leur héritage et étaient prêts à l'utiliser. La question était, étaient-ils prêts pour le test final? Amiral, le docteur Kim s'écria, « Nous recevons une transmission de la flotte améliorée. » Il détecte d'importantes distorsions spatiales aux confins de la galaxie. Sur l'écran principal, l'amiral Corvex apparut. Le commandant Altarian avait été transformé. Grâce à la technologie humaine, tout comme à son vaisseau, sa conscience s'était étendue bien au-delà des limites normales de son espèce. Mais malgré sa compréhension accrue, la peur était perceptible dans son regard. « Amiral Vasquez, dit-il, nos capteurs détectent quelque chose. Impossible. L'espace lui-même se déploie. Des dimensions qui ne devraient pas exister s'ouvrent. Et quelque chose se dessine. » Avant que Vasquez ne puisse réagir, tous les vaisseaux améliorés de la galaxie reçurent simultanément la même transmission. Elle ne parvint pas par les canaux de communication habituels, mais s'adressa directement à leur conscience par des méthodes qui contournaient totalement le recours à la technologie. La voix qui parlait était plus ancienne que les étoiles, plus profonde que les trous noirs, plus complexe que l'écume quantique elle-même. Enfant, ce seul mot portait en lui le poids d'une éternité. Il exprimait la déception et la fierté, les épreuves passées et les leçons apprises, le savoir transmis à travers des périodes de temps impossibles. « Vous avez grandi au-delà de nos espérances », continua la voix. « Mais grandir n'est pas la sagesse. Le pouvoir n'est pas la compréhension. Vous avez retrouvé les outils que nous avons laissés derrière nous, mais comprenez-vous leur utilité? À travers la galaxie, des équipages améliorés peinaient à assimiler ce qu'ils entendaient. Ce n'était pas une transmission d'une autre espèce, ni un message d'un empire lointain. Il s'agissait d'une communication émanant d'êtres si avancés qu'ils existaient hors des limites normales de la réalité elle-même.
Les prédécesseurs étaient revenus. L'espace commença à se transformer simultanément autour de chaque vaisseau amélioré. La réalité se déforma et se tordit tandis que des êtres de pure conscience se manifestaient dans l'espace-temps normal. Elles n'apparaissaient pas comme des formes physiques, mais comme des impossibilités géométriques douloureuses à regarder directement. Des formes existant dans des dimensions sans nom, des motifs porteurs de sens par leur existence même. L'amiral Vasquez sentit sa conscience s'élargir encore davantage lorsqu'elle fut mise en communication directe avec des entités qui avaient transcendé l'existence physique des milliards d'années auparavant. L'expérience aurait dû détruire son esprit instantanément, mais la technologie de l'héritage l'a protégé, lui permettant de comprendre des choses qu'aucun mortel n'était censé comprendre. « Nous sommes les prédécesseurs », lui expliquèrent les êtres, leurs pensées se déversant directement dans sa conscience. « Nous sommes ce que votre espèce deviendra, avec le temps et la sagesse. Nous sommes les constructeurs des outils dont vous avez hérité, et nous sommes ici pour déterminer si vous êtes prêt à assumer la responsabilité qu'implique un tel pouvoir. » Autour de la Terre, l'espace lui-même commença à se restructurer à mesure que les prédécesseurs révélaient la véritable ampleur de ce qu'ils avaient construit. Le système solaire n'était pas seulement le foyer de l'humanité. C'était un vaste terrain d'essai, un centre d'entraînement conçu pour préparer une espèce à des responsabilités s'étendant sur plusieurs univers. Toutes les civilisations de la galaxie ont participé à notre expérience, continuèrent les prédécesseurs. Les Zéphiriens et leur technologie cristalline, le collectif et son intégration biologique, les Veltars et leur transcendance mentale. Chaque espèce représentait une approche différente des questions fondamentales de l'existence. L'amiral Vasquez commença à comprendre la véritable portée de ce qui se passait. Les trois grands empires n'étaient pas rivaux. Ils avaient été les élèves d'une salle de classe cosmique. Leurs conflits, leur ascension et leur déclin, et même leur défaite face à l'humanité, tout avait été orchestré pour tester la capacité des espèces galactiques à dépasser leurs limites. Mais l'humanité était différente, comme l'avaient révélé ses prédécesseurs. Vous n'étiez pas fait pour maîtriser un seul aspect de la réalité. Vous avez été conçu pour synthétiser toutes les approches, pour trouver l'équilibre entre ordre et chaos, entre créativité individuelle et sagesse collective, entre pouvoir destructeur et sagesse créatrice. La révélation a frappé simultanément toutes les consciences améliorées de la galaxie. L'humanité n'avait pas conquis les trois empires grâce à une technologie supérieure. Ils avaient achevé un cursus qui leur avait pris des millions d'années. Votre espèce a réussi tous les tests que nous vous avons imposés, annoncèrent les prédécesseurs. Vous avez vaincu les Zéphiriens en démontrant que la matière est subordonnée à la volonté. Vous avez libéré le collectif en démontrant que la conscience partagée est une conscience augmentée et non diminuée. Vous avez brisé le voile en prouvant que le chaos et l'ordre peuvent coexister dans une belle harmonie. L'amiral Korvevec, toujours connecté au réseau de communication cosmique, a posé la question que chaque être amélioré se posait. Que se passe-t-il maintenant? À quoi sert tout ce pouvoir que vous nous avez donné? La réponse n'est pas venue par des mots, mais par une vision qui englobait la galaxie entière. Chaque conscience améliorée a vu la même chose simultanément, une vision de la réalité depuis des perspectives qu'elle n'avait jamais imaginées. Elle a vu la galaxie telle qu'elle est réellement. Il ne s'agissait pas d'un ensemble de systèmes stellaires distincts, mais d'un vaste organisme unique en voie d'éveil. Il voyait les civilisations qui le peuplaient non pas comme des espèces concurrentes, mais comme des organes spécialisés au sein d'un corps cosmique se préparant à un événement sans précédent. La galaxie est vivante, révélèrent les prédécesseurs. Chaque étoile, chaque planète, chaque être pensant participe d'une conscience si vaste que les espèces individuelles ne peuvent l'apercevoir. Mais cette conscience est encore jeune, en pleine croissance, en plein apprentissage. La vision d'Elbe s'est encore élargie, révélant aux êtres améliorés ce qui se trouvait au-delà de leur propre galaxie. Dans les profondeurs de l'espace intergalactique, des choses anciennes s'agitèrent. La conscience est si ancienne et puissante qu'elle faisait passer les prédécesseurs pour des enfants. Des entités qui avaient consumé des amas galactiques entiers, ne laissant derrière elles que ténèbres et silence. Ils arrivent, avertirent les prédécesseurs. Les dévoreurs, les faiseurs de silence, les êtres qui croient que la conscience est une aberration à corriger. Ils ont détruit 1000 galaxies, transformant chacune d'elles en un vide stérile et parfait. Amiral Vasquez sentit sa conscience s'éveiller en elle tandis qu'elle comprenait l'ampleur réelle de la menace. C'est pourquoi l'humanité avait été préparée. C'est pourquoi les espèces galactiques avaient été testées et transformées. Non pas pour vous battre les uns contre les autres,
mais pour vous unir contre quelque chose qui voulait effacer la conscience elle-même de l'univers. Vous êtes prêts? Ont annoncé les prédécesseurs. Non pas parce que vous êtes plus forts que ceux qui vous ont précédés, mais parce que vous avez appris ce qu'ils ne pouvaient pas apprendre. Vous avez appris que la diversité est une force, que le chaos et l'ordre peuvent coexister, que le pouvoir de détruire n'a aucun sens sans la sagesse de créer. Autour de chaque vaisseau amélioré de la galaxie, l'espace se remit à changer. Mais cette fois, ce ne furent pas leurs prédécesseurs qui remodelèrent la réalité. Ce furent les vaisseaux eux-mêmes, leurs équipages transformés, travaillant ensemble à créer quelque chose d'inédit. Un réseau de défense galactique fonctionnant non pas grâce à la technologie, mais grâce à la conscience combinée de chaque être amélioré de la galaxie. Un réseau de conscience a transformé la galaxie entière en une seule entité pensante, capable de se défendre. L'ennemi viendra bientôt, ont prévenu les prédécesseurs alors qu'ils commençaient à réapparaître dans les dimensions supérieures où ils existaient habituellement. Mais vous serez prêts. Vous avez appris la plus grande leçon de toutes, qu'aucun empire ne survit au contact d'êtres qui ont transcendé la nécessité d'un empire. En se retirant, leurs prédécesseurs ont laissé derrière eux un ultime don. Non pas la technologie cette fois, mais le savoir, la compréhension de ce qu'était réellement devenu l'humanité et ses disciples. Ils n'étaient plus des espèces distinctes en compétition pour les ressources. C'étaient les neurones d'un cerveau galactique enfin prêt à émettre sa première pensée consciente. Ils étaient les défenseurs de la conscience elle-même, montant la garde contre les forces qui voulaient réduire l'univers à un ordre parfait et silencieux. Amiral, Vasquez se tenait dans son centre de commandement, sentant le poids de la responsabilité cosmique peser sur ses épaules. Autour d'elle, des écrans affichaient l'état de la galaxie transformée. 3000 vaisseaux améliorés travaillent en parfaite coordination avec des milliards d'êtres pensants répartis sur des millions de mondes. Rapport d'étape, ordonna-t-elle. Tous les systèmes sont optimaux, répondit le docteur Kim. Réseau de conscience galactique en ligne et stable. Les flottes améliorées sont prêtes au déploiement. Les stations de surveillance de l'espace lointain ont détecté la signature d'approche tant attendue. Délai 6 mois avant le premier contact avec les dévoreurs, acquiesça l'amiral Vasquez. 6 mois pour se préparer à une bataille qui déterminerait si la conscience survivrait dans l'univers ou si tout serait réduit à un silence parfait et éternel. Mais en observant les images montrant l'unité que l'humanité avait contribué à créer à travers la galaxie, elle ressentit quelque chose d'inattendu. Espoir. Aucun empire ne survit au contact d'un vaisseau de guerre terrien, non pas parce que les humains étaient meilleurs à la guerre, mais parce qu'ils savaient mieux transformer les ennemis en alliés, les concurrents en collaborateurs, le chaos en harmonie. Les enfants de la galaxie avaient bien retenu la leçon. Il était temps de montrer à l'univers ce qu'ils pouvaient accomplir ensemble. La plus grande bataille de l'histoire approchait, mais pour la première fois depuis l'origine de l'univers, la conscience elle-même ne l'affronterait pas seule. Les élèves étaient devenus enseignants, les enfants gardiens, et la galaxie était enfin prête à se défendre contre les ténèbres qui avaient consumé tant d'autres. Le don de l'humanité à la galaxie ne résidait pas dans une technologie supérieure, ni dans une puissance de feu écrasante. C'était la compréhension que personne n'était obligé d'affronter seul les ténèbres.